Adofun Web Radio, 100% Pure Vibes. Vous êtes sur Adofun Web Radio, dans On vous dit tout, pour une toute nouvelle émission où chaque lundi nous aborderons des thèmes assez extraordinaires et où je recevrai des invités qui nous partageront leur expérience, leur vécu, leur vision et des témoignages surprenants. Ce soir, notre invité est François Lemaire, préparateur mental pour sportifs de haut niveau. Nous chercherons à comprendre ensemble comment fonctionne l'esprit de ceux qui gagnent et qui remportent des victoires. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles plus que d'autres? Quel est le mindset d'un champion? Et surtout, comment ils entraînent leur esprit pour obtenir ces succès. Nous apprendrons également en fin d'interview une des techniques qu'utilisent les sportifs de haut niveau pour remporter la victoire. Dans quelques instants, donc, nous apprendrons comment faire fonctionner notre esprit de la bonne manière pour atteindre ses objectifs, déployer ses potentiels et transformer sa vie positivement. Et enfin, nous terminerons l'émission en musique avec la playlist découverte. Merci à vous tous qui nous écoutez de votre présence et d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Merci à Juge du 9-4, à Audrey et à toute la famille pour les dédicaces sur le chat d'Adofun. Et merci à tous de votre soutien. Sans plus attendre, nous allons tout de suite découvrir le témoignage surprenant de François Lemaire. Bonsoir François, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Jennifer, et puis bonsoir à tous vos auditeurs d'Adofun, une radio que j'ai découvert par votre biais. Alors c'est vrai que c'est toujours très intéressant de pouvoir s'inspirer de gens qui réussissent et de comprendre comment ils font pour y arriver justement. Et les sportifs de haut niveau sont toujours de très beaux exemples de dépassement de soi et d'accomplissement de choses qu'on pourrait parfois penser impossibles à atteindre. Les auditeurs qui nous écoutent ce soir, qu'ils soient sportifs ou non, pourront aussi peut-être s'inspirer de ce que vous allez nous dévoiler dans quelques instants et peut-être pour certains calquer certaines de ces techniques à eux et à leurs propres problématiques pour arriver à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Puisqu'il s'agit avant tout de mindset et d'entretenir un certain état d'esprit. On va voir dans quelques instants que la préparation mentale est tout aussi importante que la préparation physique pour remporter une victoire, et même parfois plus. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste votre profession? Je suis effectivement coach mental, formé à la psychologie du sport, donc à la préparation mentale. Je suis également sophrologue, relaxologue. Et pour tout vous dire, alors j'ai 53 ans, j'habite à Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est. Je suis coach mental, mais auparavant, j'ai fait une première carrière au sein de l'armée de l'air dans le domaine, des ressources humaines, et j'ai pu, là aussi, côtoyer et conseiller quelques pilotes, de chasse qui, eh bien, eux aussi, sont soumis aux mêmes problématiques que les sportifs, de haut niveau, que les sportifs tout court, et que tout à chacun, puisqu'on a tous, des défis personnels, et puis, on a tous des émotions, à gérer. Donc voilà, un peu plus de 26 ans au sein de l'armée de l'air, et parallèlement, eh bien, j'ai eu une passion pour, ce qui se passait entre les 2 oreilles, pour l'optimisation du potentiel, et en tant que au niveau sportif, j'ai pratiqué pendant un peu plus de 15 ans, l'athlétisme, et puis, depuis, un peu plus de 30 ans aussi, le tennis, et j'interviens, notamment auprès de sportifs, mais je suis aussi parfois sollicité par, des étudiants, des hommes d'affaires, ou des personnes, des particuliers. Et vous faites bien de dire que, c'est tout à fait transposable. Enfin, les sportifs de haut niveau sont inspirants, ce sont des bons modèles, et on peut transposer, en fait, tout ça dans la vie, de chacun, dans chacune, de nos, différentes, sphères de vie. Et je parlais tout à l'heure des pilotes. Eh bien, les pilotes de chasse, c'est pareil, ils ont, comme les sportifs, besoin de gérer leurs émotions, d'être sereins, d'être calmes, d'avoir confiance en eux, d'avoir un esprit, là pour le coup, c'est le cas de le dire, guerrier. Ils pratiquent aussi le briefing, le débriefing, et cetera. Donc beaucoup de ponts, de parallèles à faire, oui.
Et comment on passe, de l'arme et de l'air au coaching pour sportifs? Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui? Et d'où vous vient cette, passion pour cette, discipline? Alors, elle est liée, au sport, elle est liée, à mon propre parcours personnel puisque, moi-même étant jeune, j'avais un gros problème d'estime de soi, de confiance en soi, de gestion du stress et donc j'ai voulu trouver des solutions et j'ai acheté, je me suis voilà, j'ai beaucoup lu en fait sur, ces différents thèmes de confiance en soi, de gestion des émotions, de stress et cetera et pratiquant l'athlétisme, je me suis rendu compte que, à l'entraînement, j'avais plutôt des bonnes performances, mais dès que, l'enjeu était présent, c'est-à-dire la compétition, alors j'avais des signes, hem, d'émotivité, que ce soit, le rythme cardiaque qui s'élève, sur la ligne de départ, les jambes, voilà, un petit peu dans le coton et cetera et là, j'ai pris conscience en fait, que, bah, par rapport à une difficulté, un obstacle, un enjeu et bien, nous avions des émotions, qui interagissaient sur le physique. C'était une 1re prise de conscience et il y en a eu une deuxième quand, j'ai pratiqué le tennis et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence aussi entre le niveau de prestation que j'avais à l'entraînement et celui en compétition. Donc je me suis dit, certes, il y a les aspects physiques, techniques, tactiques, mais le mental, c'est important aussi. Donc en fait, c'est la conjonction de ces différentes prises de conscience qui m'ont, plus, en étant passionné de sport, en voyant que, quelles que soient, les disciplines et quel que soit le niveau et bien, tout le monde était, confronté à cette peur de l'échec, au perfectionnisme, à la peur voilà, comment aborder, un défi et donc voilà, je me suis, vraiment passionné puis formé. J'ai eu ma 1re, formation en 2001 donc vous voyez ça date un petit peu, ça fait 20 ans. Heu, voilà un petit peu comment j'y suis venu et pour tout vous dire, parce qu'il y a une petite anecdote, j'étais, toujours militaire, en 2016 un vendredi et puis, le samedi, dimanche, j'ai accompagné une joueuse de tennis qui était en équipe de France en Fed Cup. Les filles se sont qualifiées, le dimanche soir pour la finale et puis le papa et entraîneur de cette fille, en question m'a proposé de quitter l'armée, pour accompagner, sa fille et donc le lundi, j'étais dans les transports et le mardi, j'allais voir mon DRH et j'étais à la retraite, quelques heures plus tard. Voilà. C'est une rencontre qui a déclenché, votre conversion en quelque sorte? Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes spécialisé dans un type, de sport particulier? Non, parce que, toutes les problématiques, en fait, le mental, si je devais résumer, il y a 5 problématiques majeures qui sont, la motivation, parce que forcément, il faut être, très motivé, hein. S'il y a pas de motivation, hein, dans le mot motivation, on a la racine du mot moteur, hein. C'est comme dans une voiture, s'il y a pas le moteur, ça va être compliqué. Donc la motivation, les problématiques de concentration, hein, être bien focalisé sur ce qu'on a à faire, les problématiques de confiance en soi, hein, très très important, qui sont aussi reliées à l'estime de soi. La gestion, du stress, donc être calme et puis, la combativité. Voilà et ces 5 problématiques, en fait, on les rencontre quelles que soient les disciplines. En revanche, je dois dire que de par, mon parcours personnel, j'ai pendant à peu près 20 ans accompagné beaucoup quasi exclusivement dans le tennis et puis, depuis, à peu près, 7 ans, je crois, je suis investi dans le golf, qui est un sport très mental puisque, le club, bouge, 2 du temps sur un parcours de 4 heures et demie, 5 heures et donc il y a plein
de temps, entre guillemets, «mort» qu'il faut savoir, gérer entre 2 coups et depuis à peu près, 2 ans, je suis impliqué, auprès de joueurs de football, professionnels. Voilà, mais j'ai eu aussi je conseille aussi, voilà, dans le judo, le badminton, hem, de l'athlétisme, et cetera. Mais voilà quoi, les 3 sports où j'ai le plus hem, d'expérience et de coacher, ce sont les 3 sports, là, le tennis, le golf et le foot. Mais encore une fois, tout est transposable. Est-ce qu'il s'agit d'une chose, courante en France d'avoir recours à un préparateur mental? Ah, c'est une excellente question. Cela fait à peu près, ça fait oui, ça fait 30 ans que j'explique que voilà, la dimension mentale, elle est importante. C'est une condition sine qua non, de la performance et de la réussite. Mais en France, et ben, c'est assez tabou. Ça l'est de moins en moins, mais on a à peu près, oui, 30 ans de retard par rapport aux pays, anglo-saxons. Donc voilà, en France, ça commence à se démocratiser. Vous voyez, pas plus tard que Mmh. ce matin, par exemple, dans la presse, il y avait un des joueurs, professionnels de foot qui, voilà, qui a expliqué que, voilà, qu'il avait repris confiance et qu'il avait actuellement des bonnes performances, grâce à un travail, d'ordre mental. Donc ça commence à se démocratiser. Hélas, on se rend compte que certaines personnes, pourraient interpréter un travail mental comme étant une faille, psychologique, un manque de caractère, de tempérament. Or, pas du tout. Quelqu'un qui va pas bien va aller voir, un psychiatre, une psychologue pour, aller mieux. Et ben, dans cette même dynamique, quelqu'un qui veut sortir du lot, quelqu'un qui veut réussir et Dieu sait que pour aller au très haut niveau, mondial, le chemin est sinueux et compliqué. Il y a des risques de blessures, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des contre-performances et il y a très, très, très peu de place. Donc avoir, un mental d'acier, trempé, c'est Mmh. important et ne pas faire de travail mental, c'est s'auto-pénaliser, c'est se tirer, une balle dans le pied selon moi. Mmh. Donc les autres pays du monde, sont plus en avance que nous? Clairement. Ah, clairement, si on prend, voilà, les pays anglo-saxons, si on prend, voilà, aux États-Unis, par exemple, quelqu'un qui va voir un coach va, entre guillemets, «s'en vanter», va le dire, va le faire savoir. Tandis qu'en France, voilà, moi j'ai travaillé avec des sportifs qui ont dit: «Bon, voilà, clause de f confidentialité, donc ça c'est normal», mais ils préfèrent, voilà, ne Ne pas le dire. voilà, ne pas le dire, ouais. Est-ce qu'en tant que préparateur mental, on doit également manager avec, les égos des sportifs? Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre l'ego et le mental? Oh là là! Alors, très, très, très bonne, question là aussi. Hem, En fait, voilà, le mental, c'est tout ce qui se passe, voilà, entre les 2 oreilles. C'est, ben, on a parlé des 5 problématiques du mental et l'ego, en fait, c'est une question, alors qu'on peut aborder sur différentes facettes, mais c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, il faut avoir de l'ego, mmh, hein, être centré, sur soi, sur son projet, mettre toutes les chances de son côté et cetera. Hem, mais il faut qu'il soit au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'ego et en même temps, de l'humilité. Parce que c'est grâce à l'humilité, en fait, que l'on va pouvoir, se poser les bonnes questions, se remettre, en question et c'est en se remettant en question que l'on trouve, les réponses. Donc heu, donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Et ce serait quoi l'ego d'un sportif? Ce serait de se dire, «Je suis le meilleur, je veux entre guillemets, démolir mon adversaire, remporter la victoire sur mon adversaire». Ce serait ça un ego de sportif? Ça se traduirait comme ça? Voilà, alors vu de l'aspect français, c'est vrai que, quand on parle d'ego, on dit souvent, ouais, voilà quoi, par exemple, il a, le melon ou alors il dit, «Ah bah voilà, je veux être numéro un mondial». Alors vous voyez quand on est en France et qu'on dit: «Voilà, je veux être, le numéro un mondial», bon, pa ça passe
On va dire qu'il a Voilà, on la va dire grosse qu'il a tête. la grosse tête, tandis et ça va être, plutôt, mal vu d'afficher, des ambitions, de grosses ambitions, tandis qu'aux États-Unis, par exemple, ça va être l'inverse. On va dire: «Waouh, super, il a de l'ambition» et cetera. Donc il y a 2 approches différentes. Alors, être numéro 1 mondial, être dans le top 100 mondial, faire partie de l'équipe de France, tout ça, tous ces objectifs élevés, c'est bien, c'est très, très bien. Après, ce qu'il faut, c'est mettre, en face, les moyens et les actions pour, réussir, quoi. C'est autre chose parce que moi qui ai un petit peu de recul, hem, pour voilà, pour être depuis plus de 20 ans dans le haut niveau, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont affiché des très gros objectifs, mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais mis, les moyens, en face. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais bien, être, je sais pas moi, en équipe de France de foot, mais voilà quoi, je sais qu'à 53 ans et pour ne pas en faire, ça va être compliqué quoi. Donc avoir de l'ambition, c'est super bien. Après, voilà, il faut se donner les moyens et quand on se donne les moyens de ses ambitions, alors, voilà, c'est plus de la prétention, mais c'est de l'ambition. J'ai vu que sur votre page Facebook, vous aviez écrit que Teddy Riner avait dit qu'il devait sa réussite à sa préparatrice mentale. Alors personnellement, je pense que la réussite, on la doit surtout à soi-même, mais que c'est évident que les gens dont on s'entoure et avec qui on collabore y contribuent. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de propos? C'est une belle reconnaissance pour votre Oui, profession. tout à fait. Alors là, vous parlez d'un sportif que j'apprécie tout particulièrement, Teddy Riner, parce que dans le judo, voilà, c'est celui qui a le plus gros palmarès dans toute l'histoire du judo et c'est quelqu'un qui, Mm. voilà, qui a un des plus gros palmarès aussi dans l'histoire du sport français et j'adore son discours, j'adore son discours et je connais, personnellement, sa préparatrice mentale qui est, psychologue du sport et qui s'appelle, madame, Meriem Salmi, qui a, d'ailleurs, écrit un très beau livre, que je vais citer, qui s'intitule, «Croire en ses rêves et trouver son chemin», aux éditions, Fayard. Voilà, c'est un très beau très, très bon livre et c'est une dame qui a, beaucoup d'expérience puisque, elle a été responsable du pôle, psychologie de l'INSEP pendant 15 ans, donc elle a vu passer beaucoup, de sportifs. Elle exerce maintenant à Paris, en libéral et oui, Teddy Riner, dit toujours, dans les émissions que voilà, il doit, beaucoup, à cette dame-là parce que, si vous voulez, il est arrivé à l'INSEP quand il avait 14 ans et il était déjà, grand et costaud et il combattait avec, des adultes et son entraîneur, technique, lui a conseillé d'aller voir, la psychologue donc qui exerçait donc, à l'INSEP, madame Salmi et puis de là est née une très belle, collaboration et et effectivement, c'est tellement difficile d'arriver au sommet et en plus d'y rester parce qu'il y a beaucoup, hem, il y a beaucoup de sollicitations, que ce soit les sponsors, que ce soit les fans et surtout il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes numéro 1 mondial, que vous êtes champion du monde, champion olympique, alors, vous êtes chassé et c'est dur d'arriver en haut et c'est encore plus dur d'y rester. Il a montré, une vraie longévité, pardon, et et en plus, il a beaucoup contribué en France, à démocratiser la préparation mentale parce que ça a été, celui qui en a le plus parlé et voilà, ensuite madame Salmi a été invitée à des émissions, elle a rédigé son livre et je pense que voilà, leur collaboration a beaucoup contribué à ce que, on ait un regard différent sur l'aspect, mental dans le sport et dans le sport de haut niveau. Vous parlez également sur votre page Facebook de l'importance du conditionnement dans l'enfance, avec notamment l'exemple du père de Serena Venus Williams. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et nous dire en quoi consiste justement le conditionnement? Alors, effectivement, monsieur Richard, Williams, avait je crois déjà, 5 enfants et puis, il a vu à la télé,
du tennis et puis il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent, dans ce milieu et puis il a dit à son épouse, «Bon, écoute, on va faire, 2 enfants de plus et ils vont être numéro un et numéro 2 mondiaux». Bon, il y a eu 2 filles, heu c'était son objectif qui a été atteint puisque et c'est le seul cas dans toute l'histoire, du sport et quelles que soient les disciplines, où on a, au sommet, de la pyramide mondiale, 2, frères et sœurs qui sont, numéro un et numéro, 2, mondiaux, donc Serena Williams et sa sœur, Venus. Et en fait, depuis qu'il est tout jeune, il les a conditionnés, c'est-à-dire que, à l'extérieur, il avait mis, de sa maison, il avait mis des petites pancartes, «Tu seras, vous serez, vous réussirez, vous serez numéro un mondial», et cetera. Et à l'intérieur aussi, il avait mis des petits papiers et cetera et il les a vraiment conditionnés à être, tout en haut enfin, au sommet mondial et ça a fonctionné, quoi et ça a fonctionné. Parce qu'en fait, on nos actes reposent sur, nos valeurs et en tant que parents et bien, voilà, on met certaines valeurs, en exergue, que ce soit, la politesse, que ce soit, voilà, la gentillesse, que ce soit, le goût de l'effort et cetera et en les conditionnant depuis toute jeune à cette culture de la gagne, de l'excellence et de la réussite, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné, ouais. Mmh. Donc le conditionnement est important et juste pour finir là-dessus, parmi les 6 piliers de la performance, donc on a les aspects physiques, techniques, tactiques, mental. Il y a l'aspect énergie, hein, évidemment, parce qu'on peut avoir, voilà, une Ferrari, si on met pas le bon carburant, ça va pas aller loin et tout est énergie et le sixième pilier pour moi qui est très important, c'est justement, l'entourage, l'environnement parce que, on interagit donc avec les autres et si, vous vous entourez de personnes qui sont, bienveillantes, optimistes, dynamiques, qui croient en vous, qui sont voilà très positives, ça va vous tirer vers le haut. Au même titre que, si vous vous entourez de personnes qui se plaignent, qui trouvent des excuses, qui croient pas en vous, qui sont négatives, et cetera, ça va vous tirer vers le bas. Donc, dans dans un pour un sportif, même pour tout à chacun en fait, hein, savoir, s'entourer, identifier des relations toxiques et cetera, ça fait partie aussi des éléments de la réussite et du bon mindset. Est-ce que, vous croyez en le pouvoir de la pensée positive? Bah, en fait, on ne peut pas le propre de l'homme, c'est le langage et en fait, la personne qui nous influence le plus, c'est soi-même puisque, on a environ, 50 000, 60 000, pensées. Donc on a un monologue, un discours interne, un langage intérieur et en fonction de ce que l'on se dit, forcément, on va être dans tel ou tel état. Donc quitte à penser, puisqu'on ne peut pas faire autrement que de ne pas penser, dans la vie, eh bien, il est important de sélectionner son discours interne, et moi j'y vois, 3, Heu, 3 critères en fait. Hem, un discours donc des pensées, positives plutôt que négatives, des pensées constructives parce que, ben, on est toujours en devenir, hein. On fait des choses, aussi pour construire quelque chose. Donc des pensées constructives et non pas, autodestructrices comme on en a, beaucoup et être bienveillant avec soi-même. C'est vraiment super important, de se traiter avec bienveillance. Parce que combien de fois dans le sport, on peut, entendre, heu quand on ne réussit pas à faire, ce qu'on voudrait, «Ah je suis nul, pourquoi j'ai fait ça? Je joue, comme, je sais pas quoi». Et d'ailleurs, je cite souvent, le cas de Roger Federer qui, quand il avait 17 et 18 ans, a fait un travail mental et ce qui en est surtout ressorti,
C'est qu'il a compris, et réussi à devenir un bon ami pour soi-même et ça, c'est super important, au même titre qu'on se rend compte que bien souvent, le plus gros ennemi, c'est soi-même. On s'auto-pénalise, soi-même, et donc voilà, être bienveillant avec soi-même, c'est important au même titre qu'avoir des pensées positives et constructives. Est-ce que les sportifs, dont les parents, pratiquaient, on va dire, un dialogue positif envers eux quand ils étaient enfants, ont plus de facilité à réussir que les autres, qui ont pas forcément eu ce même soutien ou, support de la part, de leurs parents ou entourage? Ah oui, 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 ça c'est très Oui? important, c'est très, très, très important, je dirais même c'est fondateur parce que, je citais parmi, les 5 critères de la préparation mentale, la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est la capacité, que l'on estime avoir, à relever un défi par rapport à l'idée que l'on a de ses propres capacités et ressources. Ça, c'est la confiance en soi. Mmh. Et la confiance en soi, elle se nourrit de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est l'image que j'ai, de moi-même. Est-ce que je pense être une bonne personne? Comment, je me vois, moi-même? Et l'estime de soi, en fait, c'est vraiment, la base et des parents qui vont être bienveillants, qui vont encourager, leurs enfants, qui vont leur montrer, l'aspect positif de chaque situation. Ça va, vraiment, poser des bases, très utiles, pour la construction, de l'enfant. Donc, oui, tout part de l'éducation et c'est vrai que vous avez des parents de sportifs, heu, hem, en fait, qui ont mesuré au travers de leur propre parcours l'importance du discours interne, l'importance de l'entourage et qui, justement, quand après, ils sont parents et bien, hem, utilisent ces conseils-là, au profit de l'éducation et de l'épanouissement de leur enfant. Et pour, les sportifs qui n'ont pas eu forcément, ce support, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour gérer? Est-ce qu'ils ont plus besoin de préparation qu'un autre? Alors, l'estime de soi, comme la confiance en soi, en fait, ce sont des choses, que l'on peut travailler, hein et donc c'est un de mes travails, à faire avec eux, retrouver de l'estime de soi et comment on fait concrètement? Eh bien, on peut, lister toutes les choses positives que l'on a réussies, alors tout ce qui est, sportif, par exemple et tout ce qui est extrasportif. J'ai réussi mon permis, j'ai réussi, mon bac et j'ai eu la mention, j'ai, fait ça de bien, je suis fier de ceci. Voilà, ça c'est un peu un 1er travail, c'est-à-dire, s'appuyer et capitaliser sur des choses positives que l'on a réussies et on peut aussi, faire appel au regard extérieur, auprès de ses parents, de son conjoint, de ses, meilleurs copains pour dire: «Tiens, comment tu me perçois et qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant, chez moi. Alors, il y a les choses, que le sportif a fait et puis il y a aussi les qualités. Donc on peut demander autour de soi: «Quelles sont les qualités que tu m'attribues?» et faire soi-même, cet exercice. Moi, je sais que j'ai rassemblé tout un ensemble de qualités, je donne cette liste de qualités, au sportif et le sportif doit, voilà, sur son carnet de confiance, parce qu'on fait on met noir sur blanc un petit peu tout le travail que l'on fait pour avoir, des points de repère, mesurer l'évolution et puis, que la personne, extériorise aussi des choses et donc en listant, les différentes qualités soi-même et celles qui sont perçues, de l'extérieur, tout comme
comme je le disais tout à l'heure, mettre en avant, en évidence, toutes les choses qu'on aura réussies et les revisiter, les relire, se replonger là-dedans, va contribuer à développer son estime de soi et sa confiance en soi. Donc rien n'est perdu, tout peut toujours se reconstruire. Et c'est quelque chose de primordial d'avoir confiance en soi quand on est sportif pour réussir. Ah c'est oui, c'est la clé, c'est C'est tout la à fait clé. la ah oui, c'est la clé, quoi. Parce qu'on peut avoir, beaucoup de qualités, d'habilités, de compétences, mais si on n'a pas confiance en soi, et bien souvent, on va pas, se confronter, on va pas passer à l'étape, suivante qui est, passer à l'action. Donc avoir confiance en soi, c'est, c'est se dire: «Voilà, je passe à l'action et puis, je vois bien ce qui se passe et après en fonction de ce qui se passe, et ben, on peut réajuster» et quelqu'un qui a confiance en soi va considérer, heu, les, les événements comme des expériences et pas comme des échecs. Hein, c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose de nouveau et qu'on va pas réussir, la personne qui a confiance en elle, eh bien, va être, tenace parce qu'elle sait que l'erreur fait partie du processus, de la réussite au même titre qu'avant de marcher, bah, tous on a tombé. Avant de savoir faire du vélo, eh bien, on a «échoué» entre guillemets, mais voilà quoi, on a persisté et les personnes qui réussissent au plus haut niveau, on s'aperçoit que comme point commun, ce sont des personnes, résilientes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, sont tombées 7 fois et se sont relevées 8 fois pour reprendre un adage, chinois. Donc voilà, persévérer, être patient, travailler, être courageux, voilà les 4 qualités que j'ai identifiées, chez les personnes qui réussissaient, quoi. Donc travail, patience, courage, Et persévérance. quelles sont les principales barrières mentales à faire tomber lorsqu'on prépare un sportif? Est-ce que vous pouvez nous préciser aussi ce qu'est une barrière mentale? Alors une barrière mentale, en fait, c'est, q quelqu'un qui va penser, qu'il n'est pas capable, de faire ça, par exemple. Il ne Mm. se sent pas capable ou, alors je vais prendre, quelque chose qui revient souvent dans mes séances de coaching, c'est le regard des autres. Je travaille, voilà, par exemple avec les meilleurs golfeurs du Grand Est, des jeunes et dans mes entretiens, voilà, c'est quelque chose qui revient, mais c'est valable aussi pour les autres disciplines, le regard des autres. On s'aperçoit que quand il y a, soit les parents, soit le coach, soit, quelqu'un qui représente, la fédération et cetera, et bien, la personne, le sportif va être moins dans, le détachement, le relâchement, elle va tellement vouloir, réussir qu'en fait elle va échouer. Parce que pour réussir, il faut être dans le lâcher prise. C'est un petit peu comme si on voulait dormir. C'est Mm. pas en se disant: «Bon, il faut impérativement que je dorme dans 5 minutes, que ça va marcher». Non, au contraire, c'est en se faisant confiance, en lâchant prise, en se détendant qu'on va progressivement rentrer dans, le sommeil. Comment est-ce qu'on prépare mentalement un sportif? Quelles sont les différentes techniques? Alors, on va dire qu'il y a, on va dire qu'un être humain, en fait, c'est 3 dimensions. Il y a un corps, donc le physique, il y a, un mental, le côté intellectuel et puis il y a des émotions. Donc il faut imaginer un triangle corps, mental, émotion. Le rôle d'un préparateur, mental, c'est de faire en sorte que le sportif soit, dans un état de sérénité, qu'il soit concentré, qu'il soit confiant, et cetera. Donc qu'il ait des émotions positives et pour ça, on a 2 voies, une voie physique et une voie, mentale et on a donc des techniques physiques. Alors la première que j'enseigne, c'est la respiration. Parce que la respiration, c'est un petit peu quelque part le lien entre le corps et le physique et grâce à la respiration, on va pouvoir
être centré sur soi-même, on va pouvoir, se détendre, se calmer et ça c'est quelque chose d'assez simple, mais il faut se réapproprier sa respiration parce qu'on se rend compte que quand on était jeune, eh bien, on respirait de façon, un bébé en fait, ça respire de façon abdominale au même titre qu'un animal et on se rend compte que, les années passant, le stress aidant, eh bien, on respire davantage avec le thorax. Donc se réapproprier sa respiration avec une respiration, abdominale pour assouplir le diaphragme qui est un muscle puissant. Vous savez, des fois, on se dit: «Ah bah, j'ai la boule au ventre». En fait, on a une tension de ce diaphragme. En pratiquant la respiration, abdominale, ventrale, on va assouplir ça, on va envoyer davantage d'oxygène, à son cerveau et à ses muscles et on va être davantage dans, le relâchement, la fluidité du geste et on va, être plus calme. On va chuter on va faire baisser le nombre de pensées. On va être davantage voilà, dans le lâcher prise. On a aussi une autre technique de respiration qui est la cohérence, cardiaque, qui consiste à inspirer et expirer en respectant un rythme de 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire et la technique veut qu'on fasse ça pendant, 5 minutes et 3 fois, dans la journée. On a une autre technique, corporelle qui est la relaxation et la sophrologie. Hein, il existe différents types de relaxation qui permettent de relâcher le corps et on sait que le corps et l'esprit sont interdépendants. Donc en relâchant le corps, on va aussi détendre, l'esprit. Ensuite on a et puisqu'on est, dans les techniques corporelles, on a aussi le langage du corps. C'est-à-dire que, le cerveau sait que quand on a tel langage du corps, on est dans tel état d'esprit. Par exemple, si, vous vous amusez à marcher, en traînant les pieds, en ayant, les épaules recroquevillées, le regard, par terre, eh bien, vous ne serez pas positif. C'est-à-dire que quand vous allez mal, vous avez c'est votre état d'esprit est associé à un certain langage, du corps. Eh bien, tout simplement, en changeant son regard du corps, en ayant un bon port de tête, en ayant le regard, vers l'horizon, en ayant un torse un peu plus bombé, les épaules non pas recroquevillées sur soi-même, mais un peu plus dégagées, et en ayant une démarche, et un pas, un peu plus, dynamique, alors on va, par rétroaction, on va modifier son état d'esprit. Donc le langage, du corps, c'est important aussi pour, voilà, c'est un outil, à part entière. Donc là, on a parlé, dans un premier temps des techniques corporelles, donc d'une part et d'autre part, on a d'autres techniques qui sont alors on l'a évoqué, le langage, interne, hein, ce que je me dis à moi-même. Donc ça, c'est très important parce que notre comportement s'adapte sur nos valeurs, sur nos croyances et si on se dit, qu'on est nul et qu'on va pas y arriver et ben, le cerveau pour être cohérent et ben, il va se rater. En revanche, si on se dit, que c'est possible, qu'on va y arriver, que ça va peut-être prendre du temps, mais que rien ne résiste, au travail, au courage, à la patience et à la persévérance, alors on va passer à l'action et on n'aura pas peur, de tomber. Donc de la qualité de son discours interne va dépendre son état d'esprit. Alors l'être humain raisonne avec des mots, des phrases, des mots-clés, mais aussi avec des images, hein. Donc on peut pratiquer aussi la visualisation, pour, s'imaginer en train de réussir, alors que ce soit, dans la vie courante, je sais pas, un entretien d'embauche, que ce soit un oral, que ce soit, s'exprimer en public, que ce soit passer son code, passer, son permis, que ce soit, justement, pour un sportif et bien, marquer un but, faire un arrêt, mettre, la balle, dans le trou pour le golf et cetera. Se visualiser de façon positive
va permettre à l'inconscient, c'est-à-dire la partie la plus importante du cerveau, de se préparer et on va tromper un petit peu le cerveau en lui disant: «Voilà, je suis capable, j'ai déjà fait», parce que l'inconscient, en fait, ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation, imaginaire. Donc on va le tromper avec des affirmations, positives, puisque comme on a 60 000 pensées et que parfois, enfin même, une majorité de fois, elles sont plutôt, négatives, on va pouvoir faire un travail en compensant avec des affirmations positives et on se fait aussi un cinéma avec, on s'imagine des scénarios, des scénarii, négatifs. On se dit: «Ah oui, non, ça va mal se passer» et cetera. Alors pour compenser ça, on va créer des, des visualisations, positives de réussite. Par exemple, un pilote de chasse, heu, ou, alors on le voit plus avec des sportifs comme des personnes qui se préparent, des sauteurs en hauteur, par exemple, ben, on les voit dans leur routine, elles s'imaginent et elles miment aussi la course d'élan et voilà quoi. Donc un gros travail de visualisation va permettre aussi, d'être davantage confiant, de croire en soi et de réussir, in fine. Alors j'ai entendu, parler aussi de l'hypnose, comme une des techniques. Est-ce que c'est quelque chose que vous, pratiquez ou pas du tout? Alors je suis pas loin de l'hypnose parce qu'en tant que sophrologue, en fait la sophrologie, l'hypnose, c'est assez voisin. C'est en fait, c'est un état modifié de conscience et c'est un état, que l'on traverse, 2 fois par jour puisque quand on passe, de du sommeil à la veille, à l'état de veille, on passe par cet état qu'on appelle un niveau sophroliminal. Donc voilà, on est au bord du sommeil et le soir, c'est pareil. Quand on passe de l'état de veille, hein, à celui de la nuit, de l'endormissement, on passe par un état, par cet état modifié de conscience qui est un état où on mémorise mieux, on a davantage de créativité et d'imagination. C'est la raison pour laquelle quand on apprend une matière à l'école, qu'on révise ses leçons, avant de s'endormir et bien, elle est davantage, mémorisée. Donc on recrée, si vous voulez, en sophrologie, on recrée ces conditions en mettant la personne, grâce à des techniques de respiration et de relaxation, dans cet état, modifié de conscience et là ensuite, on fait un travail de visualisation, de réussite en fonction de l'objectif recherché. Ça peut être un objectif de tactique, ça peut être un objectif, de comportement, c'est-à-dire, voilà, se voir, réussir, se voir, confiant, se voir, étant, calme, détendu, et cetera. L'hypnose est aussi, un des outils parce qu'en fait, il y a plein d'outils et ce qui est intéressant dans la préparation mentale, c'est que chaque cas est un cas et il existe, évidemment, pas de recette unique, mais on doit s'adapter, heu, à la personne, à sa mentalité, à sa perception, à ses valeurs, à son objectif. Donc c'est ce qui fait un petit peu le charme de notre métier, oui. Ce serait quoi pour vous une bonne, préparation mentale, celle la plus optimale, possible à apporter à un sportif? Alors, une bonne préparation, c'est, l'objectif ultime, c'est voilà, c'est de faire en sorte que, le sportif, le jour J, à l'heure H, ait tous ses moyens, techniques, physiques, et une bonne lucidité par rapport, au à l'aspect, tactique et stratégique. C'est ça l'objectif, quoi. Donc c'est optimiser, c'est de faire en sorte que la personne déjà soit en équilibre et en harmonie sur le plan, psychologique, que tout va bien, dans les différentes sphères de sa vie et ensuite faire en sorte que, eh bien, elle ait un bon un bon niveau d'activation parce que il faut pas être, surexcité, il faut pas être non plus apathique, il faut avoir un bon niveau de stress. Parce que c'est vrai que dans le langage courant, le mot stress est associé, connoté à, du négatif, mais on a du bon stress. C'est un stress qui est, mobilisateur des ressources et des énergies. Donc bien se connaître
pour savoir sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que je performe? Est-ce que je performe quand je suis, à mon degré, 6? Et si je suis à 5, quelle technique j'utilise pour accéder, à mon bon niveau de stress, au 6, si c'est le cas? Et si je suis, à 8, que je suis, trop tendu, trop stressé, comment je fais pour, redescendre au niveau de bon stress? Voilà. Donc en fait, on a différents leviers et pour certaines personnes, et ben, il va falloir utiliser certaines techniques, certains leviers à tel moment et voilà comment, ben, de séance en séance, de compétition en compétition et ben, on aide le sportif à mieux, se connaître et à utiliser et s'approprier les techniques parce que le but, c'est de faire en sorte que le coaché, devienne autonome. Ça, c'est super important. Une fois que la personne n'a plus besoin de moi, alors j'ai réussi mon job, si j'ose dire, voilà. Pour énormément de gens, les sportifs de haut niveau et notamment les champions sont admirés et hissés au rang d'idole parce qu'on a l'impression que ce sont, bah, des héros, hein, avec des capacités, supérieures à la normale. Qu'est-ce qui fait qu'un champion devient, champion? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être les mêmes, capacités physiques? Est-ce que les sportifs de haut niveau ont des prédispositions naturelles, on va dire, à entretenir un mindset, gagnant et positif? Alors, toutes les personnes qui réussissent au plus haut niveau, hein, là on parle du très, très haut niveau, alors elles ont toutes un point commun. Déjà, heu, déjà au départ, c'est vraiment un prérequis. Ce sont des personnes qui sont, passionnées, ce sont des personnes qui ont terriblement envie, ce sont des personnes, qui ont un désir, profond, en fait. Ça, c'est vraiment, la première étape d'une pyramide parce que le chemin est tellement, compliqué, sinueux que si au départ on n'est pas, passionné, alors on peut pas aller, tout en haut. Il y a des personnes qui sont très douées, heu et qui n'ont pas eu une bonne carrière et d'autres qui avaient beaucoup moins de dons, mais qui étaient passionnés, qui avaient une envie, farouche, de réussir et qui ont, travaillé de façon acharnée parce que le point commun des personnes, qui sont, tout en haut, c'est bien le travail. Et pour moi, c'est le plus important des dons. Parce qu'à partir du moment où on travaille beaucoup, et où, on met toutes les chances de son côté, parce que ça aussi c'est une autre, caractéristique des gens qui réussissent, c'est qu'elles optimisent, tous les facteurs de la réussite et le numéro un mondial actuel, Djokovic, que je connais, un petit peu, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, et bien vient, depuis hier d'être, le sportif, enfin le tennisman dans l'histoire du tennis, moderne qui a passé le plus de semaines en tant que numéro un mondial, 311 semaines et j'aime bien sa démarche parce que c'est pas le plus doué, mais par contre il a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc c'est un Serbe, hein, il a vécu à l'époque, de la guerre et étant tout jeune, on sait qu'il voulait être numéro un mondial. Il y a une vidéo de lui, à 6 ans qui dit: «Je veux être, numéro un mondial» et il est très, rigoureux, discipliné en matière dans tous les domaines de la performance, que ce soit l'alimentation, que ce soit les étirements, heu, voilà et donc pour réussir au très, très haut niveau, il faut vraiment, avoir, être un très gros travailleur, être passionné, puis avoir, de la discipline, de la rigueur, un niveau d'exigence. Voilà, ce sont les 3 qualités principales, je dirais, de toutes les personnes, qui réussissent, quelles que soient les disciplines et quels que soient les domaines, que ce soit, dans le sport, que ce soit, dans la politique, dans le business, au niveau artistique. Voilà, il faut, être animé vraiment de cette flamme, il faut beaucoup travailler et puis il faut être focus, hein. Il faut être focus sur son objectif, ne pas perdre trop d'énergie dans, de multiples dispersions et Dieu sait qu'il y en a maintenant, surtout avec, les écrans, les réseaux sociaux et cetera. Voilà, bien définir son objectif
et puis, être focus sur ce qu'on veut et mettre toutes les chances de son côté et voilà, beaucoup travailler, voilà. J'ai l'impression aussi que, bah, comme vous le disiez, c'était, que Djokovic, ça à 6 ans, il disait déjà qu'il voulait être numéro mondial. J'ai l'impression aussi que, pour beaucoup, c'est des rêves d'enfants au final. Oui, 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 c'est Ouais. c'est vrai et pourquoi? Hem, parce que pour réussir au plus haut niveau comme ça, et ben, dès tout jeune, en fait, il faut acquérir une bonne technique. Voilà, si vous commencez un sport enfin, je pense qu'il y a peu ou pas, d'exemples, de sportifs qui sont, champions du monde, champions olympiques et qui auraient commencé à 13 ans, quoi. Hein, ou alors il y a peut-être des exceptions comme ça, sur des sports, voisins, quelqu'un qui aurait commencé le tennis, qui aurait fait, ensuite du badminton. Mais voilà quoi, on sait qu'on a une plasticité, du cerveau, mais que cette plasticité est d'autant plus, importante qu'on est jeune, hein. Ce sont les neurosciences qui ont mis ça en évidence et donc, heu, beaucoup de sportifs de haut niveau, je leur demande toujours à partir de quel âge ils ont commencé et on s'aperçoit qu'ils ont, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et rarement au-delà de 10 ans dans le très haut niveau, quoi. Après, on peut dire aussi que, c'est un trait commun aussi, beaucoup de ces sportifs-là, ont touché à beaucoup de sports et ça a été utile parce que, déjà ça leur a permis de trouver leur voie, là où ils étaient bons, ce qu'ils aimaient le plus, ce qui leur apportait le plus de plaisir et aussi ça leur a permis, d'avoir, de travailler sur différentes habiletés, l'équilibre, la coordination, et cetera, en pratiquant, différents sports. J'aime beaucoup la, citation de Michael Jordan qui dit, «J'ai raté 9 000 tirs, perdu 300 matchs, raté 26 tirs pour la victoire, j'ai échoué encore et encore, c'est pourquoi j'ai réussi». Qu'est-ce que vous inspire cette citation et comment est-ce qu'on gère l'échec, en tant que préparateur mental? Ah, alors ça, c'est une question, centrale, en fait. C'est une question centrale. Quand je dis que, il faut beaucoup que parmi les 4 qualités de tous les gens qui réussissent, donc, travail, patience, courage et persévérance, en fait, on se rend compte que, oui, on voit les personnes réussir au plus haut niveau, on les voit avec la coupe, on les voit avec la médaille, on les voit avec des gros chèques et cetera. Mais on voit rarement, tous les sacrifices, on voit rarement, les blessures, on voit rarement les doutes qu'ont eu ces personnes-là, les doutes, les pleurs, les remises en question, combien de fois ils ont voulu arrêter, leur sport et cetera. Et j'adore cette citation. Alors Michael Jordan, c'est, un des plus grands, enfin, peut-être le meilleur basketteur au monde dans l'histoire du basket et aussi un des plus grands sportifs, t toutes, tous sports confondus et en fait, cette citation montre bien à quel point, eh bien, il a eu cette capacité de résilience dont je parlais, c'est-à-dire qu'il a échoué, mais il a compris, il a intégré que l'échec fait partie du processus de la réussite et donc il a continué comme il était passionné et qu'il voulait absolument, qu'il avait cette flamme que j'évoquais tout à l'heure, il a continué, continué, continué et il savait que, tôt ou tard, il allait réussir et j'ai une passion aussi pour je me suis beaucoup intéressé, aux personnes qui réussissaient quels que soient les domaines que j'ai cités, hein, la politique, les affaires, le côté artistique et cetera et j'ai essayé de synthétiser ça avec 6 mots et en fait, le processus de la réussite, pour moi, alors je vais vous citer me ce les 6 mots. Au dép Alors les 6 mots c'est, rêve, ose, action, erreur, apprentissage, réussite. Alors on va un petit peu rentrer dans le détail. Au départ, il y a un rêve, hein. Il y a un rêve effectivement, jeune, on veut être, champion olympique, on veut être numéro 1 mondial, on veut réussir dans tel domaine, on veut être médecin et cetera. Donc on a un rêve, hein et le rêve permet d'avoir, justement cette motivation et permet d'avoir cette attraction
hein, et permet justement d'avoir un cap. Parce qu'on sait qu'on a un objectif, c'est comme si on veut aller d'un point A à un point B. Si je veux aller à Paris, bah, dans mon GPS, je mets Paris. Voilà. Et une fois que j'ai la destination, eh bien, il faut avoir un plan d'action. Donc déjà, avoir un rêve, et ensuite le mot oser. Oser qui se rapporte au rêve, c'est-à-dire oser croire en son rêve, et aussi oser par rapport au troisième mot, qui est le mot action. Oser passer à l'action. Hein, parce qu'on peut avoir des rêves. Moi, je rêve d'être, je sais pas, il y a des gens qui rêvent d'être, je sais pas, top 100 mondial, mais si on passe pas à l'action, si il va rien se passer. On intellectualise les choses. Après, il faut qu'elles soient donc pratiques, concrètes. Donc, il faut oser sortir de sa zone de confort et oser passer à l'action. Et plus on passe à l'action, plus on commet des erreurs, c'est le quatrième mot. Et plus on commet des erreurs, en fait, et plus on apprend. Et plus on apprend, plus on réussit. Autrement dire, pour réussir, bah, il faut apprendre. Et l'apprentissage passe par l'erreur. Erreur, essai, erreur, etc. Et donc, il faut reconsidérer l'approche, la perception, l'interprétation que l'on a de ce mot erreur, Échec. échec. Eh oui, et en France, en fait, on est conditionné depuis notre jeune âge à mettre l'accent un peu trop sur l'échec. Vous savez, quand on avait des mauvaises notes, eh ben, Ouais. on entoure En ce qui rouge. va pas bien, on entoure les Voilà. mauvaises en rouge. Ah oui, oui, un Mhm. rouge bien voyant. Hein, et en fait, à force d'avoir peur, en fait, si on a peur de l'échec, eh ben, en fait, on n'a plus ce processus d'innovation, de création, et on a peur de passer à l'action. Et c'est bien dommage. Et vous voyez, dans la culture américaine, par exemple, on va mettre en avant quelqu'un qui a osé, même si son entreprise n'a pas marché. Ce qu'on va mettre en exergue, c'est justement l'effort, c'est le travail, c'est il a osé. Tandis qu'en France, alors je caricature évidemment, hein, on va dire ah bah tiens regarde il s'est trompé ou etc. quoi. Donc c'est deux approches, deux cultures bien différentes, et il faut vraiment reconsidérer euh, l'erreur, l'échec, et valoriser au contraire tout ce qui est effort, tout ce qui est avoir eu de l'audace, tout ce qui est avoir essayé, et se dire que ben, parfois il faut échouer 50 fois avant de réussir. Et ben il faut accepter d'échouer entre guillemets, parce que je n'aime pas ce mot-là, le considérer comme une expérience. Et plus on se confronte à l'expérience, et eh bien, on apprend à travers de cette expérience. Il faut avoir cette capacité de résilience, de persévérance et de patience pour se dire ok, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais je vais continuer en m'inspirant et en tirant les leçons de l'expérience précédente. Vous voyez? Et en développant cette capacité-là, eh bien, dans les eaux, on fortifie justement notre mental. C'est comme ça qu'on devient plus fort. C'est avoir la capacité à encaisser des échecs, mais à se remettre en selle juste après, quoi. Mais en tirant les enseignements du passé. C'est-à-dire qu'on a trois unités de temps, le passé, le présent, le futur. Il faut être ancré dans le présent, parce que le présent, c'est l'action, c'est le pouvoir. Voilà. Tandis que le passé, on peut plus le changer. Néanmoins, on peut tirer des enseignements du passé, et on peut aussi utiliser le passé pour, comme je le disais au début de l'entretien, s'inspirer des bonnes choses qu'on a réussies, hein, pour nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, pour se rassurer, etc. Et par rapport au futur, eh bien, visualiser le futur, avoir un rêve, un objectif, et en fonction de ce futur-là, avoir son plan d'action. Mais voilà, continuer. Je crois que je ne sais plus qui avait dit, je ne sais pas, c'est Einstein, le, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec en conservant son enthousiasme. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu voilà, des points communs des personnes qui réussissent, et de cette notion d'échec, en fait. Et une des bonnes questions à se poser, c'est: qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de ne pas échouer?
Vous voyez? Parce que parfois on n'ose pas, ben, par exemple, on n'ose pas auprès de je sais pas, dans le cas d'une relation, amoureuse, Mmh. imaginons, qu'un homme ou qu'une femme, voilà, n'ose pas auprès, d'un autre homme, d'une autre femme. Donc on n'ose pas, mais si on avait osé, peut-être que ça aurait, abouti, par exemple, vous voyez? Et de peur, la peur, en fait, un des plus gros freins, en fait, pour répondre à une des questions précédentes, un des plus gros freins, c'est justement la peur. La peur de d'échouer, quoi, qui fait que, ben, on n'ose pas ou alors, ben, on essaye 5 fois et puis on arrête alors que finalement, ben, on aurait peut-être réussi à la sixième tentative. Une des, techniques de préparation mentale la plus connue ou celle dont on parle le plus, dans le sport pour gagner avant même d'avoir commencé, à jouer est celle de la visualisation créatrice ou ce qu'on appelle également imagerie mentale. On en a parlé un peu, tout à l'heure. C'est une technique, qu'on peut utiliser dans tous les domaines, de sa vie pour atteindre, ses objectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, un peu plus précisément en quoi ça consiste? Oui, alors je vais rendre à César, ce qui appartient à César et en fait, j'ai fait une petite recherche là, à propos de la citation en question. Ce n'est pas Einstein, mais c'est quelqu'un, dont on peut s'inspirer ou, c'est Winston Churchill en fait qui a dit: «Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme», D'accord. hein? Donc ça fait appel à l'optimisme qui me renvoie, à une chanson que j'aime bien aussi, c'est Singing, in the Rain, hein. C'est, être capable de continuer à chanter, sous la pluie, en fait. Laisser passer, l'orage et se dire que la vie, en fait, c'est des hauts, des bas, durant l'humanité, voilà, il y a eu des guerres, il y a eu, ben, voilà, là on est, dans une, pandémie, mais après la pluie, le beau temps, il y aura une fin, hein. La vie n'est qu'un éternel, Mmh, recommencement et donc voilà, c'était Winston Churchill. d'accord. Pour répondre maintenant à votre question, oui, la visualisation créatrice, alors on l'a évoqué quoi, la capacité en fait à se construire en fait, l'être humain, pense avec des mots et ensuite le traduit en images et ces images-là ont un impact sur soi. Alors on n'aura pas le temps, mais si vous imaginez un qui fait, très chaud, si vous imaginez, aller chercher un citron dans votre réfrigérateur et le couper, et imaginer, le jus, eh ben, peut-être que le simple fait d'imaginer ça, ça va déclencher en vous, de la salive. Donc là, je l'ai fait en 15 secondes, mais parfois je montre, je fais cette expérience sur quelques minutes, 2-3 minutes et en fait, ça déclenche effectivement, de la salive et donc ça met en évidence l'importance, de l'imaginaire, le poids des images sur la physiologie, hein. Donc ça met, voilà, en évidence l'importance de la visualisation et en fait, là encore, comme le cerveau ne fait pas la différence entre une situation, réelle et imaginaire, bah, vous voyez, je vais prendre le cas d'un film. Voilà, vous regardez un film, vous savez que, c'est un film, hein et pour autant, ça déclenche en vous des émotions. Alors ça peut être des émotions, ben, voilà, des pleurs, ça peut être, au contraire, des émotions, de dynamisme si vous regardez par exemple, Rocky IV, par exemple et pourtant c'est pas la réalité et vous le savez, vous pouvez arrêter votre film, avec la télécommande, donc c'est pas la réalité. Pour autant, ces images-là ont un impact sur votre physiologie, sur votre état d'esprit, sur vos émotions. Donc là, on a posé le postulat selon lequel les images ont un impact et donc, en faisant de la visualisation, effectivement, on va faciliter, l'atteinte de l'objectif parce qu'on va faire croire au cerveau que, ben, on est capable, de faire ça, que c'est possible et là, on va, désactiver certaines croyances limitantes, on va, relâcher certains freins parce que notre cerveau aura eu l'impression d'avoir vécu cette expérience. Donc oui, la visualisation est un outil puissant de la préparation mentale. Pour un sportif, bah, qui veut remporter, une coupe, une victoire, en fait, vous lui faites faire le scénario, dans son imaginaire
qu'il est en train de remporter la victoire, qu'il est en train de jouer, de remporter la victoire. Et il s'imagine en train de gagner. Oui, tout à fait. Tout à fait, et on a différents sens, hein, le visuel, l'auditif, le toucher, donc on appelle le kinesthésique dans le sport. On a l'olfactif et le gustatif, et avec la visualisation ou l'imagerie, mentale. Effectivement, on voit, mais je demande aussi à la personne, de s'imaginer un petit peu, l'environnement, quelles sont les sensations qu'il ressent, dans son corps, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il peut voir. Alors, par exemple, dans le cas, de quelqu'un qui marquerait, un but au football, c'est d'imaginer, voir aussi les coéquipiers, le féliciter, et cetera. C'est-à-dire qu'on va associer, en plus de la visualisation, Heu, d'autres canaux sensoriels, hein, comme, l'auditif, où on va entendre de l'extérieur, ben, des applaudissements. Bon, quand, le gouvernement autorisera, à avoir, du public, et j'espère que ça Mmh. va venir, assez rapidement. Hem Et puis avec, voilà, donc, l'auditif, entendre aussi, ses partenaires le féliciter, se sentir, bien dans son corps, ressentir, la joie, la satisfaction, Donc en fait, on fait et aussi cetera. appel aux émotions. C'est pas juste imaginer une scène dans laquelle on est acteur, c'est aussi vivre pleinement, les émotions et ressentir la scène comme si on la vivait en vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus de la visualisation, on va ajouter, d'autres éléments qui vont venir renforcer la puissance de cette technique. D'accord. Et quel angle de vue on Mmh. doit utiliser? Est-ce qu'on doit se voir en tant qu'observateur ou en tant qu'acteur de l'action? C'est quoi le mieux? Ah, excellente question. Alors ça, c'est effectivement, là, on rentre dans le détail, vous avez bien travaillé vos dossiers, hein. Je vois, en fait, on a la visualisation, associée. Donc la visualisation associée, on est à l'intérieur, de soi-même, du personnage, donc on se voit faire, enfin, on fait les choses, et on a la visualisation dissociée, c'est-à-dire qu'on prend du recul et effectivement, on voit, on voit, Jennifer, qui adore, le basket, et qui s'imagine, comme si elle avait une caméra, qui s'imagine, mettre plus de paniers que Michael Jordan, qui est à côté, qui est un peu plus vieillissant. Ah bah, il faut surtout pas, sous-estimer Jennifer, hein. Tout à fait. Alors effectivement, on a donc ces 2 types de visualisation, dissociée ou associée, et moi on travaille sur les 2 en fait, parce que ça va venir, D'accord. renforcer et consolider, la visualisation. Et à quelle fréquence et combien de temps est-il recommandé de visualiser? Moi, je dis toujours que voilà, il faut essayer de mettre un maximum de chances de son côté, et si, déjà, 2 fois dans la journée, par exemple, le matin au lever, pour, visualiser un petit peu, sa journée, bien réussie, et cetera. Hem Et avant de s'endormir aussi, parce qu'on est dans un état, proche du sommeil, si on peut revisualiser, des choses en tirant les leçons de la journée, quelque chose qu'on aurait, sur lequel on a un petit peu buté, ou des choses qu'on a bien faites qu'on veut revivre. Alors voilà, si déjà on peut se donner 2 fois, 2 ou 3 minutes par jour, c'est déjà pas mal, quoi. Hem, après, après voilà, tout est question donc de gestion du temps, mais il y a plein de moments, dans la vie, où on peut, visualiser, que ce soit dans une file d'attente, que ce soit, hem, quand on marche, enfin il y a plein de situations. C'est-à-dire que à, quitte à se fabriquer des images, autant se fabriquer des images, utiles, positives, Mmh, gratifiantes, mmh. constructives. Donc les meilleurs moments, ce serait le matin, en se levant et le soir avant de se coucher et 2-3 minutes, ça suffit pour vous? Oui, 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 c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Oui, oui, oui. Il y a pas besoin de passer 3 heures à visualiser? Non, non, mais quand, par exemple, si vous voulez, si on prend le cas d'un sportif, qui a un match,
il a un match, le match va avoir lieu à 20 heures par exemple, donc toute sa journée va être dédiée à la préparation, du match et là par contre, il va avoir le sportif va avoir, du temps, dans les déplacements, il va avoir du temps juste, dans les vestiaires, il va avoir du temps, un petit peu avant, pendant l'entraînement et cetera. Donc là, on va mettre l'accent sur, des choses qu'on a préparées, c'est-à-dire, le joueur, on va dire c'est un gardien, eh bien, il va, visualiser, par exemple, un penalty arrêté, il va visualiser des bonnes sorties. Voilà, là, dans ce jour de compétition, il va se donner davantage, de temps pour visualiser et à d'autres moments où la compétition est beaucoup plus, lointaine, où il y a une trêve, où il est blessé, a alors enfin, quoique s'il est blessé, et qu'il peut pas s'entraîner, là, il aura davantage de temps pour travailler justement la visualisation. Mais, mais voilà, dans des périodes de travail intensif en matière de technique, de préparation physique, de soins, et cetera, eh bien, s'il peut, s'octroyer, prendre l'habitude, de visualiser des choses positives, alors ça sera, bénéfique, Mmh. pour Donc en lui. fait, pour résumer, la visualisation, ça consiste à programmer, à câbler, son cerveau et son subconscient sur la réussite pour la matérialiser tout simplement. Exactement. Vous avez tout compris Jennifer, je n'ai la préparation mentale n'a plus de secret pour vous. OK. Est-ce que tous les, sportifs, de haut niveau, on va rester sur les champions, pratiquent la visualisation? Quelque part, oui, parce que voilà, ils sont animés, on le fait aussi Inconsciemment, inconsciemment, oui. quoi. On est animé d'un On rêve se voit en et train de réussir. voilà, on se Mmh. voit. Ah oui, oui, voilà, ils se voient, les personnes dès qu'ils sont, même, tout petits, quoi. On se fait des films, on s'imagine, on regarde un champion et il y a combien de champions, en fait, qui ont dit que, c'est en voyant, par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Amélie Mauresmo, voilà, qui a dit que, c'est en voyant, Yannick Noah, gagner Roland Garros que, qu'elle s'est projetée elle aussi, qu'elle s'est vue, faire du tennis de haut Mmh. niveau et cetera. Donc, depuis tout jeune et des fois, voilà, on peut aussi mimer, hein, on mime des gestes de raquette, on peut mimer des passes et cetera. Donc ça aussi, il y a ce travail, avec des mouvements, à blanc qui sont, aussi, utiles et se voir, voilà, je pense à Aznavour et sa chanson, «Je me voyais déjà en haut de l'affiche» et voilà, ça permet de nourrir le rêve, de nourrir, l'objectif et c'est grâce à cette motivation qui doit être très importante et bien, qu'on trouvera, le courage de travailler de façon, acharnée pour atteindre, ces objectifs. Mmh. Lorsqu'on est un peu, adepte, de développement personnel, on sait, l'importance, hein, d'entretenir un bon état d'esprit, de faire le tri dans ses pensées, de faire un ménage intérieur pour pouvoir aller vers, ce que l'on souhaite plus facilement et vivre plus heureux aussi, hein, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être quelque chose de plus démocratisé dans notre, société, d'éduquer les gens à faire fonctionner leur esprit dans le bon sens, on va dire? On nous apprend pas, en fait, tout ça à l'école, on nous conditionne d'une certaine façon et c'est en grandissant quand on se rend compte que ça marche pas, que ça ne convient pas ou qu'on se sent limité, que ça nous rend pas heureux, qu'on souhaite reprendre les manettes et rééduquer notre esprit et qu'on fait, appel à des gens, comme vous. C'est quoi votre sentiment, par rapport à tout ça? Est-ce que c'est un problème, sociétal? Ah mais, j'adhère, complètement et totalement à tout ce que vous dites. À savoir qu'effectivement, on se rend compte que, trop, enfin «trop» entre guillemets, mais, tard, que, avoir confiance en soi, c'est la clé, c'est un prérequis, c'est très important et effectivement, dans le milieu scolaire, si on apprenait le fonctionnement du cerveau, parce qu'en fait, l'être humain n'utiliserait que alors certes 100 de ses zones sont activées, mais, par rapport à son potentiel que 6 à 8 de son potentiel parce que nous sommes des êtres un petit peu d'habitude et si dès tout jeune on expliquait, l'importance de penser de façon positive, si on expliquait, que c'est pas grave, de se tromper, que c'est tout à fait naturel
et que ça montre qu'au moins on a essayé. Si on valorisait ça plutôt que de mettre en rouge des mauvaises notes qui vont nuire à l'estime de soi et qui vont marquer, qui vont être marquantes pour toute sa vie et pour différentes sphères de sa vie. Oui, mais ça demande une évolution, voilà, des consciences. Mais je sais que, par exemple, il y a des balbutiements, on va dire, des frémissements dans les écoles. Je sais qu'il y a quelques personnes qui commencent à introduire un petit peu de la méditation. Moi, ce que j'imagine au début de chaque cours, c'est en imaginant un cours de 90 minutes, si on prenait 2 minutes sur les 90 minutes à se détendre, par différentes techniques, que ce soit la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, la relaxation, la sophrologie, etc. Au début de chaque cours, alors tout le monde serait beaucoup plus calme, les enseignants voilà, feraient un peu moins le rôle, hélas, de gendarme, de police dans la classe, hein. Il y aurait et les cerveaux, en fait, comme ils seraient davantage, comment dirais-je, ils seraient plus calmes, plus sereins. Le cerveau, en fait, serait plus à même, justement, d'accueillir les différents apprentissages, hein. Donc, par ces 2 minutes de détente, eh ben, on serait, l'étudiant, eh bien, serait plus calme, plus serein et les apprentissages, en fait, seraient plus ancrés, plus mémorisés. Donc, pour moi, c'est super important. Oui, c'est super important et tout ce travail qui est fait en amont, voilà, dans les écoles, eh bien, profiterait ensuite à l'épanouissement, aux apprentissages et à la capacité d'être, voilà, davantage dans le bien-être. Oui, bien sûr. Mais ça demande une révolution au niveau de la conception, au niveau de l'éducation nationale, et cetera, oui. Mais je pense qu'on va y venir. Merci François Lemaire d'avoir été notre invité pour votre témoignage. Pour les sportifs qui souhaitent bénéficier d'un coaching en présentiel ou à distance, je suppose aussi, où est-ce qu'on peut vous joindre et sur quel réseau vous vous trouvez? Alors j'ai un site internet, voilà, en tapant François Lemaire, coaching. J'ai aussi une page sur Facebook, préparateur mental-François Lemaire. Et sur Instagram aussi, ça doit être François Lemaire Coaching. C'est le moment d'écouter les artistes de la playlist découverte. Nous commençons avec Umi, qui est une chanteuse américaine qui s'est fait connaître en 2018 avec le titre Remember Me. Streamé plus de 70 millions de fois, elle vient tout juste de ressortir ce titre en version acoustique. C'est aussi une artiste qui partage pas mal de choses sur Instagram et YouTube sur le pouvoir de l'esprit et de la pensée justement. Nous écouterons ensuite le titre Atom de Lion Aware, qui est un artiste plein de talent, originaire du sud, d'Aix-en-Provence plus précisément, et qui vient de sortir son tout premier album qui s'appelle Atom également. La pochette de l'album est très belle, on y découvre un univers un peu métaphysique, et le clip du titre raconte une très jolie histoire, allez checker ça sur YouTube. Nous écouterons ensuite l'artiste réunionnais Wisdom, que l'on retrouve les pieds dans l'eau dans son clip avec son tout nouveau titre Mon Force. Et pour terminer, nous écouterons le titre Brujas Somos des Mexicaines de Luna Santa en featuring avec la tribu de Brujas, qui nous propose comme à chaque fois un titre et un clip plein de magie. On commence tout de suite avec Humi et le titre Remember Me en version acoustique et on se retrouve juste après. C'était la playlist découverte avec Humi, Lion Aware, Wisdom et Luna Santa en featuring avec la tribu de Brujas que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et sur YouTube. Un grand merci à tous ces artistes pour la vibe et merci à François Lemaire pour son témoignage. Vous pouvez retrouver François Lemaire sur son site françois-lemaire-coaching.fr, sur Facebook préparateur mental François Lemaire et Instagram François Lemaire Coaching.
Pour connaître le thème et la date de la prochaine émission, vous pouvez vous abonner aux pages d'Adofun Web Radio sur Facebook et Instagram, et également me suivre sur Instagram @jennydesign1. On se retrouve très bientôt dans On vous dit tout pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Adofun.